Bonjour, bienvenue à vous dans ce mythique lieu qui a rassemblé pas mal d'athlètes de la finance, entre autres. Nous allons passer une trentaine de minutes autour d'un retour d'expérience, d'un projet de transformation du groupe La Poste. Et avant d'oublier, je voudrais remercier chaleureusement Arnaud Pasquelin pour son témoignage et sa disponibilité aujourd'hui. Et puis vous tous également, nous faites l'honneur d'être là nombreux. Alors, je suis Gonzague Delattre, je suis manager chez Cli Performance, manager EPM autour des solutions FP&A. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Cli Performance, c'est 140 collaborateurs à peu près qui s'occupent de conseils et d'intégration, de solutions, de consolidation, de FP&A, de CDG et de SG également. Et puis, depuis le début de l'année, on a embauché un directeur de l'innovation qui nous challenge beaucoup sur tous les sujets autour de l'intelligence artificielle. Et donc, c'est important parce que je pense qu'on va en reparler un petit peu. Je suis accompagné aujourd'hui de Laurent, qui va se présenter. Bonjour à tous, Laurent Le Gouen, donc je suis responsable des partenariats pour Board France. Je remercie beaucoup Cli de nous avoir invités à cette conférence. Donc, j'ai la chance d'animer un réseau de partenaires pour Board en France qui représente environ 250 consultants confirmés, plus d'une centaine de projets réalisés en France. Et puis, j'apprécie particulièrement également le partenariat avec Cli parce que au-delà d'avoir réalisé une dizaine de projets ensemble d'intégration, Cli, c'est un partenaire conseil également, qui est capable d'accompagner nos clients de bout en bout dans sa transformation digitale, dans la transformation de ses processus et de son organisation finance, avec la conduite du changement pour des projets de grande ampleur. Petit mot sur Board, du coup, donc on est une solution qui a plus d'une trentaine d'années, mais on a su évoluer au sein de ces années, de planification financière et de consolidation statutaire. Et donc on est des experts du pilotage de la performance, et on fait également le lien entre les finances et les opérations. Donc ça, c'est un différenciant grâce à une interface utilisateur innovante où on peut faire communiquer effectivement les opérations avec la finance. Merci Laurent, ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui. Arnaud, quelques mots ? Bien, bonjour à tous et à toutes. Donc très heureux de l'intérêt que vous portez au sujet d'aujourd'hui. Alors Board a 30 ans, moi j'ai 30 ans de carrière dans le groupe La Poste, essentiellement en contrôle de gestion. Et aujourd'hui, c'est également un jour anniversaire, puisqu'il y a 3 ans, quasiment jour pour jour, La Poste, nous faisions le choix de la solution Board et intégrée par le partenaire Cli Group. Voilà. Donc ça a été un moment important pour tout le groupe. On verra un petit peu après que beaucoup de choses ont changé dans le groupe La Poste. On est assez loin de l'image d'Épinal que certains d'entre nous peuvent avoir. Et on voit qu'on s'inscrit dans un changement très fort, puissant et durable. Merci Arnaud. Alors, tout le monde connaît La Poste, tout le monde a eu affaire un jour ou l'autre à son postier, mais La Poste n'est pas que ça. Peut-être en quelques chiffres, Arnaud. Alors, je vous ai mis quelques petits chiffres clés. Donc, je vous ai dit un petit peu loin de l'image d'Épinal du facteur qui passe voir la petite mamie au fin fond de la Creuse. J'ai une maison en Creuse, donc j'adore la Creuse. Ou de l'attente au guichet, parce que là aussi, le petit-fils vient poser l'argent de ses étrennes sur le livret A. Vous voyez qu'aujourd'hui, près de 35 milliards de chiffre d'affaires, on n'est plus administration, on n'est plus EPIC. Nous avons 2 actionnaires. Notre actionnaire majoritaire, c'est la Caisse des dépôts et consignations, avec qui on a eu la chance de faire une OPA amicale sur la CNP, donc la Caisse nationale de prévoyance, il y a de ça 4 ans. Ce qui nous a amené quand même pas mal de bilans, puisqu'on a un bilan, c'est pas dedans, mais de 800 milliards. On est également très attaché aux critères ESG, notamment, je vous l'ai mis ici, 94 sur 100 sur l'égalité professionnelle homme-femme, à la fois sur le salariat et y compris sur les cadres dirigeants en termes de parité.
Nous avons des collaborateurs dans le monde entier. Vous voyez le nombre, on approche les 227 000. Aujourd'hui, on a une majorité de notre chiffre d'affaires, mais surtout de notre résultat, qui est fait à l'international. Puisque la moitié de notre résultat, il est fait par Géopost. Et Géopost, vous connaissez, quand vous prenez l'autoroute, vous voyez des gros camions qui circulent, il y a marqué dessus 2 DPD, ben ça c'est la Poste. Chronopost, c'est pas un concurrent, c'est nous, voilà. Et donc on a comme ça pas mal de filiales, on a sur 500 filiales qu'à la Poste, la moitié bien, sont à l'étranger, aussi bien dans le domaine de la logistique que dans le domaine bancaire et assurantiel. Voilà. On en a aux États-Unis, en Asie du Sud-Est, on en a dans toute l'Europe de l'Est. Nous sommes leaders sur le marché de l'express. Voilà, donc le groupe vraiment s'est transformé, puisque pour la petite histoire, c'est un groupe qui existe depuis Louis XI. Vous voyez qu'en 600 ans, on a fait un petit peu de chemin. Voilà. Et puis, bien sûr, on a une capacité d'investissement qui est significative. Alors, dedans, vous avez du CAPEX et vous avez aussi de l'acquisition à l'étranger. Voilà. Donc, tout ça pour dire que, comme je vous l'ai dit au tout début, le groupe s'inscrit dans une transformation parce que le monde bouge. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un slogan il y a 20 ans, bouger avec la Poste. C'est pas pour rien. Et ce mouvement, il s'inscrit aussi, bien sûr, dans toutes les fonctions régaliennes. Donc, les fonctions finance et la fonction contrôle de gestion. Et comme on le sait tous, hein, quand une fonction change, elle change aussi ses outils. Merci Arnaud. Sans plus attendre, nous vous proposons le sommaire suivant, peut-être. Voilà. Un petit tour sur les enjeux et les attentes. Pourquoi le choix de board ? Je pense que c'est important aussi de revenir sur le déroulé du projet et puis les lots fonctionnels qui ont été couverts pour que vous puissiez vous transposer. Les enseignements et facteurs clés de succès, les bénéfices concrets, puis en guise de conclusion, une séance de questions-réponses, mais si vous les avez à la volée, surtout, ne vous privez pas. Alors, pour les enjeux et les attentes, un célèbre président français qui nous a quittés depuis quelque temps maintenant disait « Dans un environnement qui change, il n'y a pas de plus grand risque que de rester immobile ». Alors Arnaud, pouvez-vous nous partager vos enjeux et les attentes du groupe La Poste autour de ce projet de transformation ? Alors, cette transformation, elle a vraiment commencé. Moi, je suis arrivé sur le poste en 2018. En gros, il y avait mon défi préféré qui m'a dit, voilà, il y a un grand programme de refonte de toutes les fonctions dites support du groupe La Poste, donc du siège, hein, la RH, le SI, la compta, les achats, etc., et le contrôle de gestion. Donc, quelle était notre ambition ? C'était de à la fois transformer, et puis on peut y aller sur les slides, à la fois transformer la posture du contrôleur de gestion, c'est-à-dire ce qu'il fait, et je vais m'attarder dessus 30 secondes. Pour moi, je vous l'ai dit, je suis rentré à la Poste en 95, le contrôleur de gestion, c'était un contrôleur budgétaire, ce qui n'était pas rien, c'est-à-dire qu'il devait faire en sorte que le patron atteigne son budget à la fin de l'année, son budget de Rex, pour faire simple, à tous les niveaux de l'organisation, que ce soit au siège, que ce soit dans ce qu'on appelait les délégations, c'était la France divisée en 8, les départements ou en dessous. Ensuite, dans les années 2005-2010, le contrôleur de gestion, son job, c'était de s'assurer que les différentes sources d'informations étaient convergentes. Est-ce que le chiffre entre ce qui venait de la compta, ce qui venait du commercial, ce qui venait des RH, quel était le bon chiffre ? Parce qu'évidemment, il y en avait plusieurs. Et donc là, le contrôleur de gestion, c'était un peu le juge de paix. Il était respecté pour ça, c'est quelqu'un de fiable et en qui on fait confiance. Arrivent les années 2020, et là on se dit non, arrêtez, le contrôleur de gestion, il n'est plus seulement le garant du chiffre, il doit également être celui qui a l'oreille du patron. C'est celui qui doit être un facteur de lucidité. Le commercial est très optimiste, le directeur de la production dit qu'il n'a pas les moyens et qu'il n'a pas la dernière machine à la mode, la RH fait en sorte que les indicateurs soient publiés, et dans tout ça, le patron a du mal à s'y retrouver. Donc le contrôleur de gestion, il est là pour apporter une vision synthétique avec, parce que le patron est un humain, déjà une bonne nouvelle. Donc un bon chiffre. Et ensuite, on parle d'un chiffre plus difficile. Et troisième temps, inciter à des plans d'action. Donc pour moi, c'est ça la posture. On l'appelle business partner, on peut l'appeler autrement. C'était ça notre ambition.
Pour arriver à faire cela, au début, on n'y est pas arrivé. Alors, on s'est dit, pourquoi, bon sang, dans mes 1500 contrôleurs de gestion, ils n'y arrivent pas? Alors, la raison était assez simple, c'est qu'ils n'avaient pas le temps. Parce qu'ils passaient tout leur temps à qualifier la donnée qui sortait des différents systèmes d'information. D'où l'idée qu'il n'y a pas en réalité un seul profil de contrôleur de gestion, mais en réalité, il y en a deux. Il y a des contrôleurs de gestion qui sont plutôt orientés sur comment je fiabilise la donnée, et d'autres qui sont plus des business partners, ceux qui savent raconter l'histoire, en qui on peut avoir confiance. Et donc, les personnes qui vont fiabiliser la donnée, ceux-là, on va les rassembler dans ce qu'on a appelé, alors au début, on a appelé ça Reporting Digital Factory. Mais comme notre président n'aime pas les anglicismes, et il n'est plus président depuis le 25 juin, donc je peux le dire, donc on l'a appelé Centre d'expertise Reporting Performance. Voilà. Et là, on a mis 10% des effectifs. Voilà. Alors aujourd'hui, on est passé de 1500 à un peu moins de 700. Ça, c'est une autre histoire. Donc il y en a 70 qui préparent le chiffre au profit de leurs collègues en territoire. Tout cela, donc cette nouvelle organisation, c'était la deuxième transformation, nouvelle orga, avec deux types de populations, l'une au service de l'autre, en gros, ceux qui préparent la donnée et ceux qui sont les messagers, les business partners. Tout ceci ne peut se faire qu'avec un SI unique, parce qu'on avait des SI très anciens, il y avait encore du Oracle des années 90, il y avait du BPC, il y avait l'Excel, on s'est dit, bon, moi j'ai une filière, je suis le patron d'une filière où je souhaite avoir de la transversalité. Et pour avoir de la mobilité entre nos différentes branches à la Poste, eh bien, il faut avoir le même outil. Si on n'a pas le même outil, on ne parlera donc pas le même langage. Et donc, on aura des pratiques différentes. Donc, c'était une volonté, non pas de standardisation, mais de trouver de la transversalité dans les pratiques via les outils. Merci Arnaud, je pense que c'était très clair, très structurant sur l'approche. Alors, plusieurs éditeurs, plusieurs solutions peuvent apporter des éléments de réponse à cette triple transformation. Quels ont été les éléments discriminants sur le choix de board pour vous accompagner? Alors déjà, il y a eu du monde au portillon, parce que le groupe La Poste, ça donne des appétits aux éditeurs en général. Parce qu'on est gros et qu'il y avait plein d'utilisateurs. Hein, donc je vous ai dit, vous voyez, en contrôle gestion, il y en avait 800 à l'époque, et plus de 5000 managers. Donc il y a eu 17 éditeurs intégrateurs qui se sont réveillés quand on a fait l'appel d'offres. On en a shortlisté 6, puis 3, et puis Board a été le grand gagnant. Alors, on a commencé ça dans les années 2020, et donc tout s'est passé entre 2021 et 2022. Et la première chose que je voulais, c'est le premier symbole que vous avez ici, c'était de ne pas attendre la compta. Parce qu'en même temps, évidemment, la compta va aussi changer d'outil. Ils ont fait le choix, c'est S4HANA, voilà, comme plein de gens. Mais je me suis dit, s'ils choisissent avant nous, ils vont nous dire, bon, bah écoutez, on a choisi SAP, vous aussi. Hein. Donc non, moi, j'aime pas trop qu'on me force la main. Donc j'ai dit, on va ne pas attendre le RP comptable. Le deuxième élément, ça a été de dire, on nous parle aujourd'hui beaucoup de qualité de vie au travail. Comment est-ce que moi, je peux amener de la qualité de vie au travail, à part installer une table de ping-pong et mettre 2 jours de télétravail à tout le monde? Eh bien, la vraie racine de QVT, c'est quand j'arrive au bureau le matin, je suis contrôleur de gestion, je suis à Toulouse, je suis en Corse, je suis à La Réunion, je suis à Lille. C'est ce qui est sur mon écran, sur mon PC. Et donc, mes contrôleurs de gestion, s'ils ont une bonne expérience utilisateur, là, je leur ai apporté la qualité de vie au travail. Ce qui me permettait au passage de faire passer le projet facilement auprès des partenaires sociaux. En clair, les syndicats, avec qui je m'entends bien. Mais un projet de cette ampleur, je vous ai dit au début, hein, je divise la filière par 3. 1500, 500, en moins de 10 ans, en 7 ans, avec 0 reclassement et 0 grève. Donc, expérience utilisateur, mon meilleur atout, et là-dessus, Board a été au rendez-vous, en disant, ben voilà, ils viennent du monde de la data vis, ils viennent du monde de l'UX, et c'est quelque chose qui a été pour moi fondamental pour, entre guillemets, vendre le projet, mais j'aime plutôt dire qu'il soit approprié par tous les niveaux de la hiérarchie jusqu'à l'utilisateur final. Et le
troisième critère, on en parlait tout à l'heure autour d'un jus de pomme, c'est que le pire ennemi des éditeurs, en général, c'est Excel. Vous le savez, on dit moi j'ai fait un petit modèle sur Excel, sauf qu'aujourd'hui, la donnée, elle est de plus en plus grosse. Il y a des données clients, articles, fournisseurs, comptables, analytiques, et j'en passe. On est dans le monde de la data, hein, on nous le rappelle tous les 4 matins. Et ça, au bout d'un moment, au bout d'1 million de lignes, Excel, il patine un petit peu. Et donc aujourd'hui, on est dans un temps où je pense où les éditeurs vont vraiment créer l'avantage concurrentiel par rapport à ça, avec ces capacités de drill down, donc de détail sur une dimension, ou de drill through, c'est-à-dire Board a la capacité à aller chercher ailleurs des éléments dans d'autres bases, dans d'autres dimensions, et de les ramener. Et ça a séduit mon échantillon de contrôleur de gestion, j'en avais pris 60, voilà, sur le choix de cette solution. Voilà, alors j'ai oublié des trucs évidemment, hein, mais ça c'est ce que j'ai pas encore, mais que je souhaite bien avoir un jour, petit message. Donc à la fois, alors ça, je suis un petit peu dur, mais ça je l'ai en réalité. Dans Board, il y a des algorithmes, il y en a 4, pour faire de la prévision. En gros, ils vous tirent la tendance. Et c'est pas une tendance un peu pourrie, régression linéaire, première S, hein, pour les plus anciens. C'est pas ça, c'est un algorithme. Ouais, c'est Babaxé, je vous suis fait un Babaxé. C'est un algorithme Alt Winters qui donne des bons résultats. Et ça me permet de répondre à une objection des contrôleurs de gestion qui me disait, moi, il y a 20 ans, quand on demandait au niveau territoriaux, faites-moi la prévision de fin d'année. Et là, la réponse était, monsieur Pasquelin, j'ai pas de boule de cristal, moi. Ben là, je leur donne un peu une boule de cristal. Ils peuvent la casser s'ils veulent, mais ils ont une proposition. Ils me disent, bon, je suis pas d'accord. Je dis, ok, tu n'es pas d'accord, vas-y, donne la tienne. Donc, on engage. Ensuite, ça, je l'attends, ça. C'est-à-dire, ça a un petit peu le côté IA générative, c'est-à-dire avoir des commentaires. Parce que les chiffres, c'est bien, mais quand ils sont commentés, on aime bien avoir quelque chose qui donne un peu de la chair à l'analyse. Ensuite, sur ici les anomalies, alors ça c'est un petit peu sioux, parce qu'on se dit c'est pas compliqué de détecter une anomalie, effectivement, quand on attend 50 millions d'euros et s'il y a 5 000 euros, bon, ça je pense qu'aujourd'hui toutes les solutions savent le faire. Quand en revanche, au fin fond de Metz, là au lieu d'avoir 3 000, il y a 1 000 euros, il y a une erreur parce que normalement il y a tout le temps 3 000 parce que c'est un abonnement de collecte et remise entreprise. Ça aujourd'hui on ne sait pas le voir. Alors qu'il y a eu une rupture de contrat et on devrait pouvoir le voir. Et le dernier élément, c'est un petit peu en lien avec le précédent. La Poste est une entreprise de réseau. On a 17 000 points de contact en France. On a des vendeurs partout. On a plein d'agents. Comment est-ce que, quand il se passe un phénomène quelque part, ça aura peut-être demain une répercussion très forte. Je vais donner un exemple. Si on perd un client, on perd 100 cas. La Poste, c'est pas grave. 100 cas, on fiche. Mais peut-être que c'est que notre offre n'est pas adaptée et que dans 8 mois, on aura peut-être perdu 10 millions d'euros. Et 10 millions d'euros, ça commence à se regarder. Voilà. Donc j'attends ça un petit peu, cette détection de signaux faibles pour la Poste. Laurent, vous vous sentez challengé là par ça, hein? Oui, on va y venir. Juste aujourd'hui, dans notre quotidien, on sent l'IA, il y a une poussée, il y a des attentes. Qu'est-ce que Board propose dans tous ces sujets-là? Alors, je voulais déjà commencer par dire que bravo Arnaud, parce que vous avez synthétisé aussi toutes les forces de Board. Donc merci, déjà, vous avez fait une partie de mon job. Je voulais juste citer aussi sur une chose qui favorise beaucoup l'adoption des utilisateurs, c'est la prise en main par les métiers. Donc, on a une solution en low-code, no-code, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de développement spécifique sur la solution ou de langage technique. Alors, oui, si on revient sur le slide d'avant. Donc là, l'idée, c'est de donner un peu de perspective, effectivement, répondre aux questions auxquelles Arnaud a posées, et puis les attentes vis-à-vis de la solution Board. Et donc, on va faire un petit aparté sur la feuille de route. Je vais juste me rapprocher de l'écran, du coup.
Ça, c'est notre cube, le cube board qu'on adore présenter, qui montre en fait une plateforme unifiée, donc une base de données unique. Si on prend la partie haute, on est sur ce qu'on appelle l'Office of the CFO, on est vraiment sur ce quoi attend le directeur financier, donc de pouvoir réaliser ses budgets, ses reportings financiers, sa data visualisation, sa consolidation de gestion. Sur une plateforme unifiée, il peut également réaliser sa consolidation statutaire. Et enfin, ce dont on vous parlait aussi, avec la capacité, l'agilité des écrans et l'expérience utilisateur, c'est lier les financiers aux opérations. C'est-à-dire qu'un DRH, par exemple, s'il veut produire sa planification de masse salariale, peut utiliser Board. Et on parle également aux métiers, aux responsables de supply chain, aux directeurs des ventes, par exemple, pour produire son budget. Alors, on a ajouté à ça plusieurs solutions, et c'est là où on va un peu parler de l'IA, effectivement. On pense que, déjà, point numéro 1, c'est que les données internes d'une entreprise ne suffisent pas à fiabiliser ses planifications. Et donc, on a intégré 2 solutions. Une première solution qui s'appelle Board Signals, qui va en fait faire de la veille économique. En fonction de votre secteur d'activité, chez Board, nous avons effectivement des économistes qui vont du coup fournir de la donnée pour que le client qui utilise Board puisse comparer sa performance à la performance du marché ou utiliser cette donnée-là pour, et là c'est Board Foresight, pour produire en fait de la planification et venir alimenter en fait ces algorithmes de planification au fil de l'eau. Donc on est vraiment sur la donnée réelle de l'entreprise combinée à la donnée externe, la donnée de marché, ça peut être de l'INSEE, ça peut être, tu vois, dans le cas de la Poste, on peut très bien imaginer les chiffres de la croissance, les données e-commerce, la consommation des ménages, qui viendraient impacter les prévisions, les forecasts, les prévisions moyen terme et long terme. Donc, on va utiliser effectivement des algorithmes et avec l'IA, on va pouvoir mettre à jour ces algorithmes prévisionnels. On a également, donc on entend beaucoup parler des agents IA, des assistants IA. Donc les assistants IA, ils sont déjà dans Board, ils sont déjà intégrés. On a une solution copilote où le contrôle de la gestion peut venir interroger copilote et lui demander en IA générative de produire en fait des analyses, remonter à la root cause, par exemple, des écarts entre le budget réalisé, ou proposer des scénarios, ou proposer des reportings pour son board, par exemple, de produire directement le dashboard. On va un peu au-delà de l'assistant, puisqu'on est en train de travailler sur des agents. Et donc, d'ici la fin de l'année, on va sortir notre premier agent qui va être le FP&A agent. Et donc là, on a un peu plus d'intelligence que seulement l'assistant. L'agent, il est capable de répondre à du langage naturel. Il va avoir ses propres outils de calcul et il va pouvoir analyser des écarts, construire des algorithmes de scénarios. Et ça va venir justement utiliser les données internes, les données externes. Donc voilà un peu un des cas d'usage qu'on va être amené à proposer à nos clients dans le futur, et c'est ce qui avait aussi, je pense, séduit la Poste d'avoir une vision de transformation avec Board. Merci Laurent, je pense qu'on est rassuré, vous avez pris le sujet à bras-le-corps, passer l'expression. Alors Arnaud, pour revenir à cette triple transformation, très rapidement, quels ont été les lots qui ont été couverts? Alors, pour tout vous dire, on a hésité. C'est-à-dire que j'avais d'autres collègues dans d'autres grosses boîtes, Carrefour, Saint-Gobain, et on s'est posé la question, par quoi on commence? Alors, est-ce qu'on commence par le reporting ou par élaboration budgétaire? Donc, débat cornélien. Nous avons choisi le reporting. Voilà. Pourquoi le reporting? Parce que c'est là où il faut faire le plus gros effort de mise en qualité de la donnée, des processus et des référentiels.
Alors, je vais être transparent avec vous. Dans un monde idéal, on met en qualité les référentiels, puis on uniformise les processus et on implémente la solution. Ça, c'est les bisounours. Donc nous, on a tout fait en même temps. Donc forcément, c'est un peu plus sportif, puisqu'on est dans un lieu sportif. Mais je dirais c'est un moment magique. Quand on fait un nouvel EPM, c'est un moment magique où on est en volonté de rattraper un peu tout ce qu'on n'a pas fait depuis 10 ans. Dans nos référentiels, dans le plan de compte unique. Parce que nous, on vient de la Poste, il faut un tout petit peu de prise de recul, un peu d'élan. Au début des années 2000, on s'est structuré, comme peut-être beaucoup d'entre vous, par grandes BU, donc les métiers. Donc nous, on a fait le courrier, le colis, la banque, l'express, pour faire simple. J'oublie, on en a une foncière chez nous, on a des filiales pour les véhicules, etc. Quand on fait ça, eh bien, de fait, on crée des cheminées. Alors, le faire, c'était nécessaire parce que sinon, on n'aurait pas pu revoir tout le schéma industriel. Aujourd'hui, il n'y a plus de centre de tri. Je ne sais pas si vous le savez, mais il n'y a plus de centre de tri depuis 15 ans. Il y en avait 110 en France, il n'y en a plus, c'est fini. Vos courriers passent dans ce qu'on appelle des plateformes industrielles, il y en a une trentaine. Voilà. Il n'y a plus de facteurs dans les bureaux de poste. Depuis 15 ans, c'est fini. Tout ça pour vous dire qu'en réalité, ce schéma de grande BU, ça a impacté énormément les reporting. Parce qu'on était arrivé à un moment où chaque BU avait son format de reporting, issu de son référentiel comptable, avec des plans de compte différents. De compte de contagéné, hein, pas de compte ANA, de contagéné différents. Des hiérarchies d'entités différentes. On présentait le résultat différemment. Il y en a qui s'arrêtaient au REX, d'autres jusqu'au résultat net. Non, nous on va s'arrêter à l'EBE. Voilà. Donc voilà, l'homme aime la liberté, mais à un moment il faut un peu recadrer. Donc on a choisi de commencer par le reporting, c'est le plus gros du boulot. 2, élaboration budgétaire, un sujet totalement différent. Là, ce n'est pas un problème de données, même si tout le monde sait qu'on fait un budget à partir de l'estimé de l'année d'avant, qui se construit lui-même sur les 9 premiers mois qu'on connaît. Bon. Là, l'idée, c'était pour répondre à la question, ou plutôt à la difficulté. Beaucoup de boîtes disent on passe notre année à faire du budget. Le budget prend trop de temps. 180 jours. Il y en a qui disent 200 jours. J'ai entendu des 240 jours. Bref, on passe plus de temps à faire du budget que du reporting. Donc moi, je me suis dit, alors comment, déjà pour savoir pourquoi ça prend trop de temps, il faut peut-être voir où ça prend trop de temps. Et donc pour savoir où, il faut visualiser le processus. Et donc avec Board, le fait de visualiser déjà le corpus d'hypothèses, que tout le monde soit d'accord, ah non, j'ai pas pris l'inflation à 1,7, j'ai pris à 2,1 parce que... Donc corpus d'hypothèses partagées, et ensuite dans le processus, qui n'a pas validé quoi? On n'a pas pu faire la conso des budgets parce qu'il manquait l'entité Tartampion. Subsidiarité, on passe à la suite. Donc, ici, on n'a pas fait un modèle par BU, mais un modèle par grand type de façon de faire un budget. Bon, je ne vais pas paraphraser, c'est écrit, vous savez tous lire, mais voilà, il y a différentes façons de faire un budget selon qu'on est dans une entité qui fait du chiffre d'affaires, un somme de profit, pour parler un peu SAP, si on est un grand facturant, si on est en synthèse ou si on est un établissement opérationnel. Et le troisième lot, c'est la vitrine. C'est-à-dire que le contrôle de gestion, en soi, il n'existe pas s'il ne sert pas des managers, qu'on fait le début, les patrons. Et pour ça, il faut leur donner à voir sur leur smartphone, sur leur PC. On est en train de le faire, la data visualisation. Et ça, c'est la dernière étape, mais elle ne peut se faire que si on est solide sur la première. Merci Arnaud. Alors, je suis désolé, je vais devoir vous presser un petit peu. Mais de la théorie à la pratique, je pense qu'il faut rester pragmatique. Quels sont les enseignements, les facteurs clés de succès que vous pouvez partager avec tout le monde? Bien sûr. Alors, les facteurs clés de succès, il faut que, selon moi, ce soit un projet porté par le fonctionnel et pas par l'IT. Voilà, je ne vais pas en dire plus, mais c'est important. C'est important. J'espère qu'il n'y a pas trop d'IT dans la salle. Mais bon. 2, je l'ai dit au début, l'expérience utilisateur, c'est le meilleur argument de vente pour le top management, comme pour l'utilisateur derrière son PC chaque matin. 3, si on vous dit ouais, mais enfin quand même avec Excel, moi j'étais vachement plus rapide. Hein. Et puis le patron me demandait de faire la presse en violet parce qu'il adore le violet, lui, il n'aime pas le rouge, parce que ça fait peur le rouge. Bon, alors l'argument
peut-être que j'ai trouvé, c'est de dire qu'en réalité, Excel rend égoïste. Je vais vous le démontrer. Tous, autant qu'on est, si vous avez fait du contrôle de gestion, vous avez développé votre Excel, vous l'avez peaufiné, c'est votre bébé pendant 3 ans, 4 ans, peut-être 10 ans sur le poste. Et vous dites, quand je fais ça, je suis super bon. Et puis un jour, vous changez de poste. Il y en a un nouveau qui arrive à votre place. Et votre Excel, vos super beaux macros, tout ça, il va les mettre dans un dossier qui va s'appeler Hold, et il va y rester. Et il fera son dossier. Donc, sous cette petite anecdote, en réalité, c'est que en faisant ça, en Excel, ça coupe totalement la transmission du savoir. Pour les générations futures, c'est pas sympa pour les jeunes. Alors que là, avec un outil, ça permet d'assurer la continuité du service et la documentation du process. Les axes d'amélioration, approche 100% agile, nous on était, je n'aime pas trop l'IT, mais ils étaient vachement cycle en V. On a essayé de mettre de l'agile, on n'a pas réussi à être assez agile. Et puis, ça, on ne l'a pas fait. On aurait dû le faire, c'était avoir quelqu'un dans nos équipes, pas chez l'intégrateur, pas chez l'éditeur, mais qui a déjà une très bonne connaissance de board. On aurait gagné beaucoup de temps. Voilà. Merci. En guise de conclusion, ce que je vous propose, c'est rapidement de vous afficher les bénéfices concrets. Ils vous ont été cités par Arnaud tout au long de sa présentation. Vous avez pu voir l'intérêt de Board dans ce projet de transformation. Ce qui est important, c'est vraiment de bien cadrer le besoin au début, de s'y tenir, d'y mettre les bonnes recettes, et décidément, elle me joue des tours. Et puis, de partager cette vision avec les utilisateurs et de travailler sur leurs besoins, sur l'expérience utilisateur. Ça, c'est très important et je pense que Board, aujourd'hui, amène vraiment un plus, notamment sur le change management. Oui ? Alors, il y avait en réalité, j'avais 1500 contrôleurs de gestion, qui étaient tous des généralistes. Tous, à 98%. J'ai quelques contrôleurs financiers en tête de groupe, mais les autres, ils sont tous dans les territoires aux différents niveaux territoriaux. Région, je ne fais pas le détail, mais dans les différentes branches. Donc, c'était un peu les hommes à tout faire et les femmes à tout faire. C'est-à-dire qu'ils avaient également des tâches, ils vérifiaient le parc véhicule du bureau de poste. Vous voyez ? Donc, il y avait un axe de recentrage de leur action en contrôle de gestion. Et ensuite, effectivement, un plan extrêmement ambitieux de baisse d'effectifs. D'où l'outil. Parce que je me suis dit, on ne va pas pouvoir faire les mêmes tâches qu'aujourd'hui avec les mêmes outils. Ça ne va pas marcher. Donc, pour que ça marche, j'ai bénéficié de départ naturel, retraite, pré-retraite, etc. Donc, ce qu'on appelle le dividende démographique. Donc, j'ai eu une fluidité favorable. Et donc, pour l'accompagner, j'ai fait 0 recrutement. J'ai dit, on ne recrute pas. Il est plus facile de fermer le robinet de la baignoire que de pousser l'eau dans le fond de l'eau. Donc, ça a été sans douleur, vraiment. Et au contraire, souvent, il y avait des collègues qui me disaient, mais là, tu n'as pas des résistances de malade quand même à la Poste. En plus, un peu, la Poste, c'est un peu syndicat. Non, toujours grève, vous. Non. Je dis, détrompe-toi, parce que mes contrôleurs me disaient, mais quand est-ce qu'on l'a, ce nouveau SI ? Quand je suis arrivé, en 2018, ils m'ont dit, quand est-ce que ça arrive ? On en a besoin. On n'en peut plus d'avoir différents trucs qui ne se parlent pas. Donc c'était une transformation attendue. Il y a une autre question ? Non, j'ai cru voir une main se lever. Non. Parfait. Écoutez, moi je vous engage, déjà merci pour votre attention, puis je vous engage à venir nous retrouver sur nos stands respectifs. Board, Cli Performance, on est juste là-bas, à côté de là où on boit un coup. Donc vous allez voir, on est bien situé. Et puis merci encore Arnaud, merci Laurent. Merci.